Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il y a des hommes qui ne se contentent pas d'habiter une langue, ils la restaurent. Yassine Akhiyat appartient à cette lignée d'intellectuels bâtisseurs qui ont compris que l'identité marocaine ne peut être entière sans son souffle originel. Écrivain de la mémoire et professeur de la transmission, son parcours est une boussole qui nous rappelle l'importance de préserver et de garder en mémoire ses racines. Son écriture est un voyage au cœur de l'amazirité. Dans ses essais, il analyse les enjeux politiques, linguistiques et sociaux de l'amazirité. Ses poésies sont écrites en utilisant la force des mots pour exprimer l'attachement à la terre et à l'histoire. Professeur par vocation, Yassine Akhiyat enseigne que la langue amazigh n'est pas un vestige du passé, mais le poumon d'un avenir pluriel. Il joue un rôle crucial dans la transmission. Son discours est souvent axé sur la nécessité d'intégrer la langue et la culture amazigh dans le système éducatif de manière efficace. C'est la promotion des valeurs de tolérance et de diversité culturelle. Gardien de la mémoire, il tisse un lien indéfectible entre l'héritage des anciens et les aspirations de la jeunesse, faisant de la culture, de la terre, une lumière pour l'esprit. Il fait le pont entre l'héritage ancestral et les défis de la modernité. Il est apprécié pour son éloquence et sa capacité à structurer le débat identitaire de façon académique. Yassine Akhiyat, bonsoir. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Madame Mariam, c'est un plaisir partagé. Azul et كل اللي يستفيد من غساد حسب ديزرين نويدي ان تي في. Je vais apprendre à répondre à cela très prochainement, Inch'Allah, à force de parler de ce sujet qui est important. J'ai envie de vous demander, parce qu'on va revenir un petit peu sur votre histoire, sur votre parcours, ce qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, ce qui a déclenché cette conscience, on va dire, amazigh, qui est la vôtre. Je ne saurais vraiment dater en fait, cette prise de conscience, mais je pense qu'elle est le fruit d'une capitalisation d'événements. De par mon parcours en tant qu'enfant d'abord, en tant qu'être humain, issu de cette terre marocaine, de cette culture, je dirais plurielle, comme vous l'avez très bien précisé au départ, dans votre introduction, que j'apprécie beaucoup. Je vous remercie vivement pour cette présentation qui me touche effectivement personnellement. Mais d'un point de vue parcours, je pense que c'est une identité de famille déjà. Vu que mon père, Feu Brahim Akhiyat, était initiateur de tout un mouvement culturel au Maroc, depuis le milieu des années 60. Donc en fait, comme pour l'ironie, c'est comme Obélix, en fait, j'ai baigné dedans en étant très jeune. Donc j'ai dû écouter, voir, respirer et concevoir cette identité dans sa pluralité, mais également dans son unité. Je n'ai jamais j'ai jamais senti en fait, de par ma nature et donc mon enfance, qu'il y ait une ambiguïté ou une hétérogénéité de par mon identité. Mais à travers le temps, j'ai pu identifier donc un certain nombre d'éléments qui nous entourent, mais qui sont parfois éclipsés, si j'ose dire. Donc éclipsés, pourquoi ? Comment on peut les passer de cette ombre vers la lumière, et tout en le valorisant, en gardant notre identité, en gardant notre imaginaire ancestral, et de cette manière qu'on puisse bien sûr en faire un capital pour le futur, c'est-à-dire dans des questions qui nous touchent actuellement en termes de développement, en termes de valorisation territoriale, en termes de communication, et bien sûr comment valoriser son être humain, son citoyen à travers son territoire et à travers surtout sa culture. Donc cette prise de conscience, cette réconciliation culturelle nous touche particulièrement, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu dès mon jeune âge. Cette identité plurielle qu'il faut aujourd'hui préserver, parce que c'est avant tout une richesse, une chance dont on ne dispose pas tout le monde. Vous avez abordé votre père, Ibrahim Akhiyat, qui a créé la fondation
l'association plutôt marocaine de recherche et d'échange culturel. Donc, on a l'impression un petit peu que vous marchez sur ces pas, ou que vous reprenez ce flambeau. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. C'est juste une similitude. Très souvent, on me le dit. Je n'ai vraiment même pas la capacité d'être dans le sillage en fait de son travail. Mais cependant, on essaie de garder en tant qu'acteur associatif le patrimoine et surtout le travail qui a été effectué par nos aïeux, que ce soit Feu Brahim Akhiyat, mon père, et bien d'autres personnes. Certains sont encore en vie, d'autres nous ont quittés, mais ces personnes-là ont fait un travail énorme en matière de valorisation de leur culture marocaine à travers cette identité amazigh qui l'ont mise au diapason de telle manière à ce qu'elle puisse être valorisée dans sa pluralité, que ce soit à travers la musique, à travers le cinéma, à travers les arts, les arts dans leur diversité, que ce soit l'art plastique, le dessin, l'architecture, le patrimoine immatériel dont on parle très souvent actuellement. Donc tous ces éléments-là, quand on en a parlé, on a trouvé un travail qui a été fait par ces personnes-là. Et bien sûr, moi personnellement, j'essaie un peu de valoriser ce travail, vu que depuis le décès, avant même le décès de mon père, j'ai toujours eu cette conscience comme quoi la mémoire est facile à perdre. Il est facile de perdre la mémoire parce que les événements sont pluriels. Les événements sont multiples. Et donc, à chaque fois, il y a une imbrication d'événements. Donc, il est facile de perdre le passé. Ou parfois même l'avoir de manière distordue. Donc, quelle est la meilleure façon de garder le tracé, tout ce qui a été capitalisé à travers ces personnes, ces acteurs de la première heure en matière de valorisation territoriale, valorisation culturelle? Comment on peut les mettre en... Ce n'est qu'en étant le meilleur ambassadeur de ces personnes-là. C'est-à-dire pas reprendre le flambeau uniquement, mais être également un acteur en fonction du capital qu'ils nous ont légué. Donc, ils nous ont laissé un capital, il faut être à la hauteur de ce capital, que ce soit en termes de représentation, en termes d'imagination, en termes de travail. C'est-à-dire, ils nous ont préparé un certain nombre de choses qui nous ont bien sûr permis d'avoir cette discussion même aujourd'hui, mais par la suite, comment on peut retravailler tout cela pour les années futures? Bien sûr, c'est une capitalisation et bien sûr avoir une vision de futur à travers ces éléments-là. Donc, le travail que nous faisons actuellement, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes de développement social, que ce soit en termes d'outils didactiques et d'ingéniosité en termes d'outils didactiques pour la transmission, pour les Marocains parlant l'amazigh et ceux qui ne le parlent pas. Donc tous ces éléments-là, c'est-à-dire c'est un travail qui mérite bien sûr toute une vie. Ce n'est pas un travail d'un moment, c'est pas un projet, c'est un projet de vie plutôt, j'aurais dire. C'est pas un moment temporel, mais c'est un projet de vie. Par la suite, il y en a certains qui vont y adopter jusqu'au bout, d'autres beaucoup moins, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on adhère à ce projet. C'est une adhésion qui est factuelle, qui est volontaire, comme son nom l'indique. Donc c'est un volontariat, de telle manière que tout un chacun peut y contribuer. Et je précise là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui est monopolisé par certains. C'est le travail de tout un chacun. Tous les Marocains, comme Sa Majesté l'a toujours évoqué, la question de la culture amazigh et le développement de la culture amazigh est la responsabilité de tous les Marocains, sans exception. Donc c'est notre responsabilité collective. Moi, personnellement, en tant que fils de Feu Brahim Akhiyat, j'ai béni au sein de notre famille de ces questions-là, à travers les événements, à travers les moments charniers qu'a connu le Maroc par rapport à cette question-là, que ce soit la charte d'Agadir, que ce soit en 2011, la constitutionnalisation, l'événement également phare, c'est la création de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, à travers le discours d'Ajdir. Tous ces événements-là... Certains héritent un nom, vous avez hérité une mission. Et vous portez le poids d'un héritage en essayant de ne pas vous perdre, j'imagine. En tout cas, est-ce que c'est dans cette prise de conscience dont vous parliez tout à l'heure, quand vous disiez que il était facile de perdre et d'oublier certaines choses. C'est à ce moment-là que vous avez ressenti le besoin de retranscrire votre parole, vos idées par écrit et d'écrire. Oui. Cette prise de conscience depuis une bonne dizaine d'années
c'est inscrit dans le fait que mon père, déjà pendant le baccalauréat, j'avais un baccalauréat en sciences mathématiques, vu que lui-même était professeur de mathématiques. Par la suite, il m'a toujours orienté vers les sciences sociales. Donc, il a insisté à ce que je fasse économie comme étant un chemin hybride à mi-chemin entre sciences exactes et sciences sociales, de telle manière à ce que je puisse appréhender un certain nombre de phénomènes qui nous entourent. Alors, en étant en sciences économiques, par la suite, j'ai été, j'ose dire, adopté par les sciences de l'information et de la communication, la sociologie et même l'anthropologie, à travers lesquelles, bien sûr, je suis dans les réseaux à travers le monde, que ce soit à travers l'ISA ou l'UNESCO. Et ces réseaux-là m'ont permis, bien sûr, de recomprendre, un terme qui n'existe pas en français, mais en fait, c'est réappréhender en fait cette même dimension à laquelle je vivais, c'est-à-dire la valorisation culturelle, la valorisation territoriale, pour intégrer une nouvelle notion, c'est-à-dire celle de l'intelligence territoriale. Comment est-ce qu'on peut tous ensemble contribuer à notre développement, mais chacun de par son apport. Et tout en gardant chacun, bien sûr, son identité, mais notre identité collective, elle est plus intéressante. C'est là où, en marketing, quand on dit 1 plus 1 égale 3, là, on le comprend beaucoup plus. C'est-à-dire ce qu'on capitalise tous ensemble est beaucoup plus intéressant. Et là, bien sûr, à travers l'écrit, que ce soit à travers les papiers scientifiques que je publie à travers le monde, ou même à travers les ouvrages, je pense que la question m'a été beaucoup plus... quand on met ce genre de questions à l'international, quand on le propose à autrui, c'est là on comprend quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre... à travers le monde, que ce soit, comme cette photo d'ailleurs, c'est là au Japon, quand on est dans des environnements beaucoup plus loin que le nôtre, beaucoup plus éloignés, excusez-moi, et en ayant à discuter des questions qui nous sont propres, on essaie un peu par la suite de trouver une légitimité à notre discussion et à nos argumentaires, parce qu'on le met au défi d'autres environnements. Et là, on comprend jusqu'à quel point nous sommes à l'abri de certaines questions et jusqu'à quel point nous pouvons améliorer notre situation. Et c'est là où, par la suite, tout le défi de mettre tout cela de manière logique, de manière constructive, de manière efficace et bien sûr palpable sur le terrain marocain, avec ses difficultés, avec ses avantages, de telle manière à ce qu'on puisse bien sûr garder cette diversité, la valoriser, lui donner un sens. Et de garder ces traces justement écrites de cette histoire précieuse qu'est la nôtre. Dans votre écrit, on voit qu'il y a aussi cette plume de l'historien, enfin celui qui fait des recherches, combinée à l'émotion du poète. Donc, on a tout cela que vous essayez de mélanger. En fait, l'une des questions qui m'a toujours, en tout cas, intrigué, mais en fait, j'ai toujours entendu mon père discuter avec ses camarades et à travers ses amis, la question de l'histoire, l'écriture de l'histoire. Tout en répétant comme quoi l'histoire du Maroc, du citoyen marocain, a toujours été écrite par d'autrui. Pourquoi on ne prend pas ce flambeau pour réécrire à notre façon s'approprier notre histoire et notre récit, oui. À partir de là, on s'approprie ce récit, mais on s'approprie également notre avenir. Parce qu'on retrouve la trace à travers ceux qui ont vécu l'événement. Et non pas ceux qui reprennent, bien sûr, le récit par autrui. Alors, cette question-là nous mérite, à travers le travail de poète, parce que la poésie est également une source et je dirais bien un capital important et essentiel en matière de faits historiques. Et c'est un indicateur du récit, du narratif territoriale, parce qu'elle donne toute une caractéristique avec des adverbes, avec des adjectifs, et avec une terminologie qui donne bien sûr l'imaginaire du citoyen qui vit dans des espaces particuliers. Par la suite également, il y a l'histoire. Quand on reprend l'histoire telle qu'elle est écrite et qu'on combine ces deux éléments-là, ça nous donne tout un récit nouveau par rapport à notre propre vision dans notre histoire. Et de cette manière, bien sûr, sans entrer dans l'éphémère, mais on est beaucoup plus lié à un territoire, à quelque chose qui est palpable. Et là, très souvent, quand je discute avec des amis marocains, bien sûr, quand on passe par des régions, et quand je leur dis, c'est des Marocains, quand je dis Ifrane, c'est quoi ?
ils ne savent pas que Ifrane, c'est la grotte. Ils ne savent pas que Azrou, c'est la roche. Alors qu'ils ont toujours été là, ils ont toujours sont toujours déplacés pour voir la neige. Mais quand on comprend les codes de la société, le code du territoire, on retrouve une nouvelle vie. C'est comme Harry Potter, le film. C'est comme si on ouvre une porte et on se retrouve dans un autre monde à ce moment-là. Et c'est la langue amazigh, la culture amazigh, c'est une clé, une boîte noire. Quand on l'ouvre, on retrouve un nouveau récit. On découvre un monde, oui. Qui nous a été par la suite, bien sûr, éclipsé parce qu'on n'avait pas les codes ou qui nous a échappé, tout simplement. Bien sûr. Tout simplement. D'où le rôle et l'importance de la littérature pour la survie. Bien sûr, d'une culture. On dit, donc, on va revenir sur votre parcours, maintenant qu'on s'est un petit peu concentré sur vos écrits. Est-ce qu'il y a eu un mentor, une figure particulière qui vous a inspiré? J'imagine votre père déjà. Oui, bien sûr. Oui. Et qui a, je ne devrais pas dire le mot construit, qui ne vous a pas construit, mais qui vous a aidé à être la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Sans aucun qui vous a équivoque. orienté Bien plutôt. sûr, sans aucun équivoque, c'est ma mère. Ma mère, défunte Aziz Mahjouba, c'est la personne qui a forgé également mon père, non seulement moi, c'était notre tuteur en fait. Non seulement en tant que mère, mais également en tant que personne porteuse d'une vision. On va lui rendre hommage aujourd'hui. Ah oui, c'est une personne à qui je rends hommage aujourd'hui. Nous sommes à la veille très prochainement du 8 mars, mais chaque jour que Dieu fait, je pense à cette dame qui a donné sa vie, non seulement pour moi, mais également, elle m'a donné la vie, mais également elle a donné vie à une idée, elle lui a donné la chance d'exister parce qu'elle a porté cet homme, et elle a porté l'autre homme qui est moi-même, son enfant, et à travers sa vision, parce qu'elle était juriste de formation, donc elle avait une vision, elle travaillait au Parlement, elle était juriste au Parlement marocain. Donc, c'était l'une des premières fonctionnaires à avoir intégré cette institution. Et donc, j'avais toujours à la maison des débats, une suite de débats qui existaient. Il y avait les débats du mercredi au Parlement, les échanges de la Chambre des conseillers à l'époque, il n'y avait que la Chambre des conseillers. Et donc, après cela, des représentants. Et après, donc, il y avait tout le débat qui se produisait à la maison. Vous aviez accès aux coulisses, vous? J'avais accès aux coulisses, effectivement, et j'en ai encore des coulisses à raconter. Mais l'essentiel, c'est que la prise de conscience des questions politiques, des questions sociétales, les débats autour de certaines questions au Maroc, je les avais chez moi, c'est-à-dire au plus près. Et donc, à travers les textes juridiques, à travers les échanges, à travers même les représentants du territoire, elle avait accès à toutes ces personnes-là. Et donc, j'avais toujours cette vision par rapport à ce qui se passait dans notre environnement, mais également, c'était une grande lectrice. Une grande lectrice. Donc, elle pouvait m'envoyer, donc aller chercher des journaux à 10h du soir. Ça ne me posait pas de problème. Mais si je me demandais d'aller chercher quelque chose qui m'intéressait, non, c'est dangereux. Donc à 10h du soir, elle m'envoyait chercher des journaux parce que l'arrivage du soir pour le lendemain. Donc elle avait toujours envie, elle avait d'anticiper et une soif extraordinaire de l'information. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on avait actuellement. Et donc c'était la lecture, c'était le journal. Et donc à travers là, j'avais toujours à côté de moi des journaux, des textes, des revues. Et toute cette documentation m'a permis, bien sûr, de m'ouvrir. Et l'une des meilleures choses que j'ai eues dans ma vie, l'un des moments extraordinaires, l'ancêtre d'Internet pour moi, c'était une encyclopédie qu'il avait achetée. Je ne sais pas si je peux doctorer le nom, c'est Tout l'univers, parce qu'elle n'existe plus. C'était une encyclopédie rouge avec 12 tomes. Et là, pour moi, c'était la découverte du monde. Ah, d'accord. Alors, c'est toute la découverte. Quelle belle découverte. Ah oui, mais et bien sûr, je passais mes vacances à lire ces documents, à lire ces ouvrages. C'était plusieurs milliers de pages et chaque ouvrage faisait 300 pages. Et donc, la lecture de tous ces documents, de tous ces textes qui représentaient tout l'univers d'ailleurs, était pour moi une découverte du monde extérieur. Et donc, la personne qui était derrière tout cela, pour revenir, c'était ma mère.
Et donc, je lui rends hommage. Elle a précédé mon père de 6 mois, mon juge. Et donc, pour ça, je dis que non seulement derrière l'homme, mais derrière ce mouvement tout entier, il y avait bien sûr une femme et des femmes. Je rends hommage à toutes les femmes qui ont pu donner tout le sens à ces hommes-là pour qu'ils puissent aboutir sur le travail qu'ils ont fait par la suite. Et bien sûr, il y en a pas mal d'entre elles qui sont également des porteuses de flambeaux qui travaillent de manière intelligente dans la promotion de notre culture, dans sa diversité, dans son unicité. Et comment garde-t-on une motivation intacte quand on porte une cause qui demande tout de même une patience de plusieurs générations, j'ai envie de dire? Alors, cette question m'a été posée pas mal de fois par des amis. Chaque fois qu'ils découvrent un peu de mon environnement, on me dit « Mais où est-ce que vous trouvez cette énergie ?» Alors, pour moi, je ne sais pas d'où provient cette énergie, mais elle provient principalement du résultat que j'observe. C'est-à-dire, s'il y avait absence de résultat, je suis presque sûr qu'il y aura des motivations. Mais tant qu'il y aura des résultats, tant qu'on arrive à voir une débauche quelque part, comme quoi les choses évoluent, ça donne un rendu. C'est-à-dire cette loi cosmique universelle de donner-recevoir. Si on donne de son temps, donne de son énergie, et si on retrouve quelque chose dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a un répondant de la part de la société, il y a un répondant. Le dernier, bien sûr, c'est l'officialisation, par exemple, du 14 janvier comme étant une fête nationale. Aussi récente soit-elle, mais c'est un punch, c'est une énergie, c'est un souffle qui nous permet bien sûr de débattre d'un certain nombre de sujets, de faire un état des lieux d'un avancement. Et tout cela, ça nous permet à chaque moment, à chaque année déjà, de donner un sens à notre travail que nous faisons pendant toute l'année. Et bien au-delà, les événements à travers lesquels on participe, à travers le monde, notre échange avec, comme disait Colbert, donc quand je me vois, je me crains, quand je me compare, je me soulage ou je me réconforte. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on dit que voilà, il y a des choses qui évoluent ici. Et ça, c'est quelque chose d'important, à mon sens, comme quoi ça évolue dans le bon sens, pas toujours à la même vitesse, mais c'est une énergie qui doit être capitalisée, bien sûr, je dirais dispatchée sur le plus long terme. On a eu déjà un échange autour de 2 types d'associations, 2 types de travail. Quand on est dans le développement, très souvent, on a des résultats à court et moyen terme. Quand on est dans le culturel, c'est du long terme. Le court terme, c'est pas notre calendrier. C'est toujours le long terme. Et donc, nous faisons partie du long terme de ceux qui ont initié. Donc, nous sommes leur long terme. Donc, Dieu sait dans quel long terme nous mais ça s'enracine. Et bien sûr, ça prend sens. C'est plus profond que les objectifs à court terme. En tout cas, pour conclure un petit peu cette rencontre, quel regard, déjà en tant qu'enseignant, qui est souvent en contact avec les jeunes, quel regard portez-vous sur la jeunesse actuelle et son rapport à la langue maternelle? Ah, ça c'est une colle, en fait. Ça, c'est une colle. Alors, est-ce que cette jeunesse est en train de se réapproprier ses racines ou est-ce qu'elle est en train de se perdre dans cette mondialisation? C'est un petit peu le sens de ma question, pour vous aider. Là, merci beaucoup. Là, c'est beaucoup plus simple. En fait, la jeunesse actuelle est beaucoup plus réconciliée avec son identité marocaine. Elle est consciente de ses spécificités. Et elle est consciente également qu'elle est différente. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, on l'a vécu dernièrement avec la Coupe d'Afrique et les festivités qui l'ont accompagnée pendant le mois et demi. Mais je dirais comme quoi la jeunesse est beaucoup plus consciente de sa diversité. Alors, à partir de là, la diversité, on est conscient d'un point de vue identitaire, mais ce qui reste après, c'est une question de transmission. Comme je vous ai dit au départ, c'est la question de la langue. C'est-à-dire, si on ne s'approprie pas la langue amazigh, par exemple, on reste, je dirais, face à un coffre, mais à double serrure. Là, on a la première, mais on n'a pas la deuxième. Est-ce que c'est la responsabilité des parents ?
Là, il y a une responsabilité en fait familiale, on va dire. Pas forcément, parce que c'est un problème de contexte. C'est-à-dire la majeure partie des gens, quand ils émigrent, par exemple, je dirais bien que par exemple, si les grands-parents parlaient l'amazigh, les parents un peu moins, peut-être entre eux, mais pas avec les enfants. Après, les enfants, ils perdent la transmission parce que la transmission, elle est humaine. Elle est orale, Elle est orale et humaine surtout, donc il y a l'échange social. Après, les enfants, dans leur contexte, que ce soit dans les quartiers ou dans les espaces urbains, donc ils la perdent. Donc ils disent que mes grands-parents le parlaient, mes parents le parlaient entre eux, mais moi, je la comprends pas. Alors, qu'est-ce qui entre en jeu? Ça, c'est l'espace public. C'est une gestion de l'espace public, l'espace dans sa pluralité, que ce soit l'école, bien sûr, tous les médias ou autre chose. Mais c'est là où le rôle de la politique publique. Et là où on débat le plus, c'est là où on travaille davantage et d'acharper de telle manière. L'importance de la communication. Qu'elle soit de plus en plus présente dans l'espace public. Parce qu'on doit garantir une transmission dans les différents espaces. C'est-à-dire l'être humain, le citoyen marocain, dans tous les espaces qu'il traverse, il doit retrouver de manière concrète cette langue amazigh, que ce soit bien sûr dans l'oralité, mais également dans l'écrit. Parce que nous sommes passés. Malheureusement, on est passé de la roche au clavier sans passer par Gutenberg. Donc, on n'est pas passé par le livre antifinard. Donc, maintenant, il y a tout un travail qui se fait. Nous avons une jeunesse qui est très présente sur les écrans. On doit y être. Et on doit y être davantage. Et je pense que les arts, la musique, le théâtre et bien d'autres, et bien sûr l'audiovisuel dans son ensemble, que ce soit les films, les séries, tout ça, ce sont des vecteurs qui portent en fait cette langue. Nous avons appris l'anglais à travers des musiques de Michael Jackson et à mon âge, à l'époque. Donc, c'est-à-dire, on en a entendu pas mal de chanteurs qui, à travers eux, on a peut-être aimer une langue étrangère sans forcément comprendre toutes ces tournures. Alors que là, nous sommes dans un environnement par rapport à une langue nationale, mais qu'on doit par la suite, bien sûr, appréhender, comprendre et apprivoiser de telle manière à ce qu'elle puisse être beaucoup plus la nôtre. La langue, effectivement, maternelle est notre boussole et il faut continuer à exister sans perdre son essence. Merci à vous, Yassine Akhriat. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et d'aller à votre rencontre. C'est moi, je vous en prie. Merci, c'est la fin de rencontre. On se retrouve la semaine prochaine.